Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Alors dans cette série de vidéos de portraits keto, j'avais vraiment pour ambition de réunir des profils différents, à la fois des utilisateurs du régime cétogène, des réussites du régime cétogène, médecins, scientifiques, sportifs, etc. Mais je voulais aussi y associer des gens qui sont indispensables pour nous, c'est des producteurs, des produits de très bonne qualité dont on a besoin. Donc j'ai parlé il y a quelque temps de Pierre Hinard du bœuf à l'herbe. Et aujourd'hui, je tiens à mettre en avant une démarche que j'aime beaucoup, qui s'appelle lait de foin. Et donc, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Quentin qui va nous parler de cette démarche. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Donc moi c'est Quentin, je suis animateur de l'association Lait de Foin, qui est une association française d'éleveurs. Donc je ne suis pas moi-même producteur, je suis fils de paysan, mais mon job c'est d'animer en fait cette association qui regroupe aujourd'hui une centaine de producteurs de toute la France et qui ont pour particularité de nourrir leurs animaux quasi exclusivement à l'herbe et au foin, avec voilà, la spécificité d'avoir du pâturage aux des animaux, que ce soit les vaches, les brebis, les chèvres, et avoir le plus possible recours au pâturage, et donc de l'alimentation, on va dire, au naturel et au plus traditionnel possible, comme ce que faisaient avant nos parents, sur nos grands-parents pour moi, sans avoir recours aux aliments fermentés et, entre guillemets, à l'industrialisation de l'agriculture. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, la démarche est simple, c'est faire revenir à une nourriture ancestrale, ça s'appelle de l'herbe, pour des herbivores. Ça peut paraître fou, mais pendant quelques décennies, on l'a oublié. On a même été jusqu'à donner des farines animales à des herbivores, à des vaches, avec le scandale qu'on a connu. Donc là, la démarche, elle naît comment? Par qui? En quelle année? Comment ça se passe? Que moi, je vous ai suivi un petit peu de loin, mais raconte-nous un petit peu l'histoire de la démarche lait de foin. Donc en fait, la démarche lait de foin, elle vient pas de France, elle vient d'Autriche. C'est-à-dire que, les Autrichiens, dans les années 2010, c'était en pleine crise laitière, région qui est assez montagneuse quand même, où c'est difficile de faire, de l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, c'est la grande plante, qu'on ensile, qu'on récolte sous format fermenté, dans des silos. Et bien ça, en fait, en Autriche, c'est difficile d'en faire, d'un point de vue, voilà, climatique et surtout, au niveau des massifs, c'est impossible. Donc, ils se sont dit, bon, bah, si on continue comme ça, on va droit dans le mur, quoi. Donc, il faut qu'on réfléchisse à un signe distinctif qui nous permet de produire un lait de qualité et pour derrière bah, ramener de la valeur ajoutée jusqu'au producteur, quoi. Et donc, c'est là qu'ils ont créé la filière Heumilch. Donc, Heumilch, la tradition littérale française, c'est lait de foin. Et donc, ils ont Mhm. créé un cahier des charges autour de la production du lait, mais avec la spécificité de vraiment d'avoir comment dire, quelque chose de traditionnel, une production traditionnelle du lait, dans le sens où c'est uniquement du lait à l'herbe, quoi, avec des animaux qui sont nourris à l'herbe au pâturage dès que possible et au foin bah, à l'hiver, quoi. Et donc ces Autrichiens-là, ils ont déposé un cahier des charges, on va dire, commun, collectif entre eux. Et puis 2015-2016, en fait, ils ont comment dire, ils ont décidé d'ouvrir le cahier des charges à l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'était uniquement des Autrichiens. Et à partir de 2016, en fait, c'est un cahier des charges qui est devenu ouvert publiquement à tous les Européens correspondant à ce cahier des charges-là. Et c'est devenu un signe de qualité. J'ai emmené ce petit logo là. Donc en fait, Mhm. c'est un logo européen qui s'appelle la D'accord. spécialité traditionnelle garantie. Il y en a 4 en France. Mhm. Il y en a même 5. Il y a l'agriculture biologique qui est un signe de qualité, l'AOP qui est aussi un signe de qualité, appellation d'origine protégée. Tu as l'IGP et le label rouge qui est spécifique en français. Et le cinquième, c'est la spécialité traditionnelle garantie qui veut simplement dire que voilà, c'est un mode de production traditionnel du lait. Et donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que tu prends des bouquins voilà, d'avant-guerre, comment est-ce qu'on faisait du lait? C'était simplement avec de l'herbe et du foin. Et Mhm. donc, officialisé en 2016, et nous, entre-temps, en France, il y avait une petite association qui était déjà existante, pas pour du lait de foin, mais plus d'un point de vue production, qui étudiait en fait la façon de faire du foin, mais techniquement de faire du bon foin, parce que on peut faire
du très bon foin comme du foin de très mauvaise qualité en fonction de la météo, en fonction des espèces, etc. etc. Et donc, ce petit producteur-là, qui est l'association Ségrafo, qui fait la promotion du séchage en grange, en fait, ce groupe-là a été visité en Autriche pour voir un peu, pour se former à cette technique-là. Et c'est là qu'ils ont découvert, ah bah tiens, il y a un cahier des charges qui vient d'être reconnu à Bruxelles, qui défend ce mode de production traditionnel du lait. Et bah, en revenant d'Autriche, ils ont demandé au ministère de l'Agriculture pour pouvoir appliquer ce cahier des charges en France. Et les premières fermes ont été certifiées fin 2018. C'est pour ça que c'est très jeune. Fin 2019, pardon. Non, D'accord. fin 2019. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est une démarche qui est très jeune. Aujourd'hui, voilà, on a une centaine de producteurs. C'est une démarche qui est vouée à se développer. Après, voilà, Mhm. bien sûr, faut le temps à tout ça. Mais voilà un peu l'historique voilà, pour t'expliquer un peu d'où ça Alors, vient. pour moi, c'est important de vraiment, je suis un grand partisan de protéger, de mettre en avant. Tu sais, moi, je dis qu'au niveau démocratique, le meilleur acte démocratique qu'on a à faire, c'est de dépenser notre billet de 20 euros. Chez qui on Mm. dépense le billet de 20 euros, bah, vous soutenez une filière ou un producteur et pas un autre. Et donc, aujourd'hui, avoir des démarches de qualité comme la vôtre et la soutenir, pour moi, c'est important. C'est pour ça que je voulais parler de vous. Alors, les cahiers des charges, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, pour faire simple, vous faites un texte commun. Donc ça, vous avez des règles et les gens viennent adhérer volontairement à ce cahier des charges. Donc il y a des contrôles, il y a une certification, des fois des latences. Entre le moment où vous demandez la certification et le moment où vous l'avez, par exemple pour les passages en bio, ça prend un peu de temps, etc. Et après, il y a tout un système de contrôle qui vient vérifier que vous respectez le cahier des charges pour avoir votre label, que ce soit le bio, les IGP, le label rouge, etc. C'est la même démarche. Et donc, c'est important parce que c'est une démarche volontaire. Il n'y a pas de coercition. Ce n'est pas l'État qui arrive et qui dit il faut faire ça. Donc, c'est des gens généralement qui sont motivés, engagés. Ce n'est pas n'importe qui va dans ce genre de démarche. C'est une démarche de qualité volontaire. Voilà. Exactement, ouais, et comme tu disais, en fait, c'est vraiment là ce que je disais tout à l'heure et ce que tu as très bien dit. Voilà, c'est les signes officiels de qualité, vous pouvez avoir il y a plein de marques, en fait, les consommateurs aujourd'hui, ils sont noyés par Mm. les marques privées, les marques collectives et cetera. Mais là, les signes officiels de qualité, il y a vraiment une traçabilité, il y a une garantie, il y a un contrôle qui se fait par un organisme extérieur et c'est commun, en fait, le cahier des charges est commun, il est ouvert à tout le monde. Et là, le consommateur qui veut en savoir plus, voilà, sur vraiment les spécificités du lait de foin, il a juste à taper le lait de foin sur Internet. Il aura le cahier des charges européen. Et donc, on peut pas tricher, quoi. C'est pas comme une marque où voilà, on fait du marketing sur Ouais, un point, mais derrière, tu sais pas comment les contrôler, quoi. Et donc, nous, le exactement. contrôle, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est l'alimentation des animaux qui Mm. paraît comme ça anodin, mais qui en fait est hyper important et est lié à plein de choses derrière, quoi. Mm. Alors, premièrement, déjà, ce label, il concerne aussi bien la vache, la brebis que la chèvre. Ça, c'est intéressant parce que ça ne concerne pas que la vache, hein. Non. Ça, c'est important. Aujourd'hui alors en fait, aujourd'hui, voilà, on a une centaine de producteurs en vaches, on a une bonne dizaine de producteurs en brebis. Pour l'instant, on n'a pas de producteurs en chèvre parce que voilà, on a été reconnu comme association qui gère le cahier des charges pour les chèvres l'année dernière, donc c'est le D'accord. temps que ça. Mais voilà, l'idée, c'est bien d'avoir les trois espèces laitières sous le même Mm. emblème, quoi. Alors, ce que les gens ne savent pas forcément quand on vient pas du monde agricole, moi, je viens du monde agricole, toi aussi, donc toi, tu le sais, mais dans les villes, ils le savent pas forcément. À la base, on avait des fermes qui étaient vraiment des fermes de polyculture, de petites fermes, petites exploitations. Donc, il y avait des fois un peu de céréales, des fois un peu de vignes, et puis il y avait un peu d'élevage. Alors, selon les zones, on faisait des vaches, des brebis, selon les terrains, selon l'hygrométrie, selon tout ça. Et puis après, on est arrivé à un système de rendement qui veulent absolument plus rien dire. Donc, c'est de la monoculture. Les gens sont spécialisés. Moi, dans le village d'où je viens, il y avait 700, 800 habitants. Il y a un siècle, il y avait 40 fermes. Et aujourd'hui, ils sont 3. Donc, Mm. concrètement, il y a une réunification, une union des rachats, etc. On est dans de la monoculture, des grandes fermes, toujours plus grandes. La polyculture a souvent disparu, enfin, en tout cas, a été radicalement réduite. Et on est arrivé dans l'idée de dire, ben, on va élever des animaux en batterie, dans des endroits clos, puis on va leur donner, alors, soit de l'ensilage de maïs, soit des céréales, soit des tourteaux, de colza, de soja, de tout ce qu'on veut, des betteraves, etc.
et on les a totalement éloignés de la nature, de l'exposition au soleil, de l'herbe et tout ça. Et donc ton Mmh. label, en fait, c'est juste un retour à un mode de vie ancestral pour ces animaux. Donc vous avez mis dans votre label 75% minimum d'herbe ou foin dans les rations sur l'année. Alors, peux-tu nous détailler un petit peu comment ça se passe à ce Donc niveau-là? c'est-à-dire que, la vache pour se nourrir, elle a différents moyens. Soit, on lui donne, à l'eau, entre guillemets, des concentrés. Donc c'est un concentré de protéines, un concentré en énergie. À côté, on lui donne de l'ensilage et cetera. Et nous, en fait, on a fait le choix, que le principal de sa nourriture soit de l'herbe fraîche. Donc pour avoir Mmh. de l'herbe fraîche, il y a pas 36 000 méthodes, hein. C'est la vache qui va au pâturage, ou alors, quand c'est pas possible, et ça, bah, c'est le cas en ce moment, on voit bien avec les intempéries, là les champs sont trempés. Là, on va pas mettre les vaches dehors parce que ça va poser derrière des soucis sanitaires, et même pour le bien-être animal, au final, elle est pas mieux. Donc là, on lui ramène, donc soit de l'herbe pâturée ou soit du foin. Donc le foin, c'est de l'herbe séchée, qui a gardé toutes les propriétés, d'une herbe, sauf qu'en fait, au lieu d'être fraîche, elle va être à 87 de matière sèche, complètement sèche, quoi. Et ça représente au minimum 75 de son alimentation. Et après les 25 restants, on a beaucoup plus que ça en moyenne. On est plutôt aux alentours de 85-90, mais il fallait mettre un seuil, et ça, c'est les Autrichiens qui ont décidé ça. Et après, le reste, ça peut être des céréales. Souvent, le plus souvent, c'est des céréales qui sont produites sur exploitation. Alors, ces Mmh. céréales-là, elles servent à complémenter l'herbe. C'est-à-dire que l'herbe, c'est un aliment qui est très riche, d'une part en protéines et aussi en énergie. Mais souvent, en fait, il nous manque un peu d'énergie. Donc, l'énergie, c'est justement le boost qui va te permettre de produire du lait pour la vache. Et donc, cette énergie-là, on va aller la récupérer avec des céréales, de l'orge, du blé, etc., etc., quoi. Et c'est ces céréales-là qu'on va ajouter en plus. Mais dans le cahier des charges, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a interdit les OGM. Donc, tout ce qui est tourteau d'importation, c'est totalement interdit. Et ça, on y tient puisque bah, aujourd'hui, la protéine, on la produit localement en faisant tout simplement pâturer nos animaux, quoi. Les vaches, elles vont pâturer, et l'herbe fraîche de pâturage, c'est la première source de protéines pour les animaux, quoi. Et ça, malheureusement, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est dramatique puisqu'aujourd'hui, on a quand même une industrialisation de l'agriculture, l'industrialisation d'après-guerre aussi, où il fallait vraiment produire de la nourriture, et en fait, on a mis tout ça de côté. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de produire, produire, et bah, la solution la plus simple, c'était d'amener des concentrés, aux animaux, alors qu'en fait, fondamentalement et logiquement, d'un point de vue économique, ce qui coûte le moins cher, c'est de faire pâturer l'animal, quoi. Et donc nous, on a juste réappliqué ce que faisait la génération d'avant. Et puis après, bah, améliorer avec des techniques de séchage d'herbe, etc. Mais ça reste vraiment utiliser l'alimentation locale et traditionnelle pour les animaux. Et puis, je tiens à rappeler aussi, parce que je suis un défenseur d'une consommation en pleine conscience, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'on cache des choses aux consommateurs et que l'éleveur doit être fier de son travail. Et je pense que ça participe aussi au bien-être animal. Un animal qui est en pâturage à l'extérieur, qui n'est pas dans une batterie enfermée sur des sols synthétiques, avec des machines qui s'occupent de tout, pour moi, ça participe aussi au bien-être animal. Et ça participe à des produits de qualité, parce que tu le disais toi-même, l'alimentation, elle est super importante. On voit quand on regarde les analyses, par exemple, d'un beurre, d'une crème fraîche, d'un lait ou d'un fromage, avec un lait issu, pour moi, de produits industriels, c'est-à-dire des vaches qui sont élevées dans des environnements industriels avec une nourriture industrielle, comparativement à une vache qui est au pâturage à l'herbe directement quand la météo le permet, ou au foin l'hiver, le profil lipidique, par exemple, est totalement différent. On a des laits oméga 3, oméga 6 très différents. L'acide linoléique conjugué est très différente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces points techniques de différence de composition? En fait, c'est hyper simple à comprendre. Il me faut imaginer que, une nourriture industrielle, on va avoir une plante ou 2. On va avoir le maïs, qui va pousser, qui va faire, 3 mètres, 3,50 m, 4 mètres de haut, enfin 3,50 m de haut, qu'on va ensiler. Donc là, c'est une plante. Donc on va avoir un profil. Mmh. C'est grossier ce que je veux dire, hein. C'est pas scientifiquement comme ça, scientifiquement parlant, c'est plus compliqué que ça, mais on va avoir une plante, donc un profil aromatique, et en plus, c'est Mmh. un acide gras saturé, donc pas forcément très, très bon pour la santé. Alors que, le pâturage, l'herbe pâturée et l'herbe qu'on peut retrouver dans nos champs, souvent, en fait, c'est un mélange de plusieurs espèces. Donc quand c'est, une prairie temporaire, c'est 3, 4, 5, 6 espèces différentes. Donc ça va être 6 profils
d'acides gras différents. Et quand on est sur des prairies naturelles, là, les prairies naturelles, on a des prairies qui font 10, 15, 20, voire 50 espèces différentes. Et donc là, c'est 50 profils d'acides gras différents. Et en fait, l'herbe, c'est souvent c'est plus souvent des acides gras insaturés. Et donc derrière, c'est pour ça qu'on a un, un taux d'oméga 3 qui est beaucoup plus intéressant que sur des produits, on va dire, conventionnels. Et vraiment, c'est lié à l'alimentation parce qu'en fait, les animaux mangent de l'herbe, quoi. L'herbe fraîche ou du foin ventilé, quoi. Mmh. Du foin sèche. Alors, c'est fantastique parce que les consommateurs peuvent le voir. Si vous prenez le temps de vraiment vous intéresser aux choses, vous allez voir la différence. Quand vous prenez un beurre industriel, pasteurisé, une grande marque au supermarché, et qu'à côté, vous allez chez votre fromager, vous allez chercher un beurre au lait cru avec des vaches qui ont fait du lait issu de nourriture à l'herbe, bah, ça n'a rien à voir. L'arôme est très différent, la texture est très différente. C'est totalement incomparable. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un autre produit. Les gens ont été Ouais, habitués à une standardisation de produits industriels. Du beurre, c'est ça. Mais en fait, quand vous avez un vrai beurre issu d'animaux qui ont été à l'herbe, c'est crémeux, ça a du goût, ça a pas. Des fois, il y a un côté rance sur les beurres industriels, c'est une vraie catastrophe. Là, on n'a pas ça du tout. Donc, on a un profil lipidique très intéressant pour la santé, moins d'oméga 6, plus d'oméga 3. L'acide linoléique conjugué, j'en ai parlé dans notre dernier livre, parce que pour moi, il est super important. C'est un acide gras qui est 3 fois supérieur dans les produits issus de l'herbe. Cet acide gras, en fait, il a un effet métabolique majeur. Les gens qui cherchent à perdre du poids, quand ils mangent cet acide gras spécifique, il y a un effet thermogénique majeur. Et la science documente là-dessus. Et on le retrouve uniquement, cet effet, que dans les produits issus d'animaux. C'est-à-dire le même acide, on va pas mettre la formule chimique aujourd'hui, c'est pas l'idée, mais le même acide produit par les plantes n'a pas le même effet que cet acide gras spécifique issu de produits animaux à l'herbe. Je rappelle juste pour l'anecdote que juste 1 litre de lait, c'est 400 acides gras différents. Donc, c'est pas juste une graisse saturée ou juste des oméga 3. Il y en a 400. Ils sont dans un équilibre précis. Et quand on fait un produit, que ce soit un fromage, un beurre, une crème, avec du lait d'animaux issus d'un élevage à l'herbe, ce profil, cette répartition, cette ventilation change complètement. Et pour moi, c'est vraiment très important. Tu confirmes? Mais par rapport au beurre, c'est flagrant, hein, une plaquette industrielle, le beurre déjà, il va être blanc parce que, Mmh. il y a pas de carotène dans l'ensilage donc on va le beurre va être blanc et il va avoir une texture très ferme parce qu'en fait, c'est des acides gras saturés avec un point de fusion très haut, donc il va falloir, beaucoup de chaleur pour que ce beurre fonde. Alors que, avec des animaux qui sont nourris à l'herbe, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est des acides gras principalement insaturés, avec un point de fusion bas, et donc on va avoir une texture fondante, et on va avoir de la couleur, souvent le plus jaune, surtout sur du lait de printemps quand les vaches sont mises à l'herbe, parce qu'en fait, il y a du carotène dans l'herbe, et la vache transforme ce carotène-là en justement cette couleur, enfin, qui donne cette couleur jaune, orange à ce beurre, quoi. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis. Tu vois, ça avait été mis en évidence par un dentiste américain qui s'appelle Weston Price. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu as lu, si t'as lu son livre. Alors, c'est un dentiste vraiment remarquable pour moi. Il a fait un tour du monde dans les années 30 et il a été comparé des populations qui vivaient de façon ancestrale versus des fois des gens qui habitaient à 30 ou 40 kilomètres des populations qui vivaient de façon industrielle moderne. Alors, il a été en Suisse, par exemple. Il a été dans des vallées suisses qui étaient vraiment très isolées où les gens vivaient en autarcie. Il a été sur des îles, il a été vraiment, il a fait un voyage plus de 10 ans dans le monde entier. Il a fait un livre et il a fait dans ce livre des comparaisons avec au niveau des dents, développement de la mâchoire, etc. Avec d'un côté, par exemple, sur une île, ça c'est fantastique, sur une petite île, la ville où il y a le port qui est en contact avec l'alimentation industrielle, donc farine, confiture, sucre, etc. À 20 ans, le père d'une jeune fille faisait arracher toutes les dents à sa fille pour pouvoir la marier. Il y avait une santé dentaire, on est dans les années 30, hein, entre 20 et 30, catastrophique. Et à l'autre bout de l'île, les gens vivaient de façon ancestrale, de pêche, pas du tout de contact avec l'Occident, et ils avaient, même à 70 ans, toutes leurs dents, aucune carie, une mandibule bien développée, etc. Et Weston Price, dans ses travaux, en fait, a mis en évidence l'importance du beurre en particulier pour aller chercher les micronutriments. Et il s'est aperçu qu'il y avait une grande différence entre le beurre industriel et le beurre d'animaux issus de l'herbe, et il avait mis déjà en évidence la lutéine, bêta-carotène, vitamine A, vitamine E, etc., pour le développement des dents, la réparation des caries dentaires, etc. Donc déjà, à cette époque-là, on le savait. Malheureusement, on l'a oublié.
Alors, les micronutriments, c'est super important, y compris dans le beurre et dans les produits laitiers. Ouais, c'est ça et le mieux, si tu peux, si on veut aller encore plus loin, on pourrait même parler de la flore native du lait, puisque, une bonne partie des beurres aujourd'hui sont faits à partir de lait ou de crème plutôt, on va parler de crème pasteurisée. Alors Mmh. que si on prend un beurre qui est fait avec de la crème crue, là, Mmh. en fait, on va encore aller plus loin. Alors, on n'est plus sur le profil lipidique, on est plus sur le profil microbien, mais on va Mmh. avoir l'expression de la flore native du lait qui va être exceptionnelle pour le microbiote intestinal, quoi. Ouais. Et donc ça, nous, on a beaucoup d'espoir là-dessus, puisqu'en fait, une bonne partie de nos adhérents de notre filière, la valorisation de leur lait, elle va se faire principalement par ça, par de la transformation au lait cru. Parce qu'en fait, Mmh. on part vraiment d'une alimentation très saine pour l'animal de base, et donc après, c'est aux fromagers, c'est aux artisans d'essayer de le sublimer avec différents produits. Et aujourd'hui, en fait, pour sublimer ce lait cru, la meilleure façon, c'est d'avoir des fromages affinés, en fait. Plus tu vas l'affiner, plus tu vas avoir l'expression de la flore qui Mmh. va se faire, quoi. Et donc Ouais, oui, donc j'avais beaucoup de chance à Fontainebleau. J'avais un fromager, on allait 2 fois par semaine, on était des bons clients. On avait accès à, la crème crue, beurre cru et cetera. Mais quand vous avez goûté une seule fois dans votre vie une crème crue, mais vous mmh, voulez plus jamais une crème, pasteurisée ou faut bien comprendre que le traitement thermique du lait, ça détruit tout. mmh, On a des micronutriments qui sont moins absorbables, on a des protéines qui sont détériorées, on a des acides gras qui sont détériorés. En plus, on n'en a pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle l'homogénéisation du lait. mmh, Techniquement, quand on prend un litre de lait, quand on sait traire une vache à la main, on a son lait, on le met dans une bouteille et là, le lait, il va décanter, c'est-à-dire que concrètement, la crème, elle va monter au-dessus et ça, le consommateur, il n'en veut pas. Quand il prend un lait entier, pasteurisé, bah, c'est de l'eau en fait, c'est de l'eau blanche. Il y a pas de parce que le lait a été homogénéisé, c'est-à-dire on a explosé littéralement les particules lipidiques pour en faire quelque chose d'homogène. Et aujourd'hui, le consommateur n'est plus habitué à avoir un lait avec une crème sur le dessus. Rien que ça déjà. complètement. Complètement et même, sur si on veut parler un peu d'homogénéisation, aujourd'hui, même si on achète un lait dit entier en grande surface, il va être Mmh. standardisé à 3,5 de matière grasse. Alors Mmh. que, si on prend un lait cru, non homogénéisé, non standardisé, d'une exploitation laitière, en Mmh. fait, ça varie en fonction de plein de facteurs, des espèces des races de la vache, de l'alimentation et cetera, mais on monte à bien plus que ça. On est plutôt à 40-45. Sur des races comme la jersiaise, on peut monter à 5 de matière grasse, quoi. Donc, c'est et Et c'est en plus, ça varie dans l'année selon la saison, selon la nourriture qui est donnée. Tu vois, moi, j'habite aux États-Unis, au Colorado, hein, et je connais une laiterie, Alexandre en Californie. Alors, ils te font des laits, des kéfirs, des crèmes, du beurre, des yaourts. Et sur leur site internet, ils font des analyses régulières de leur lait. Et tu peux, avec le numéro de l'eau sur l'emballage, aller voir la dernière analyse et tu vois qu'à 6 mois d'intervalle, la quantité de lipides, enfin la composition du yaourt ou du lait que tu vas avoir n'a rien à voir. Tu vas avoir 4%, puis tu vas avoir 6% 6 mois plus tard, parce que c'est comme ça a changé. Et les gens ne sont pas habitués, en fait, ils sont habitués à quelque chose de très standard, alors que le lait, c'est un produit vivant qui suit les saisons, qui suit les races, qui suit tout ça. Et on ne peut pas avoir quelque chose de standard sur l'année. C'est impossible. non, non, c'est pas Sauf à possible. le À moins détruire, comme tu dis, le processus industriel du lait, hein, concrètement, ils sont capables de tout exploser. Ils mettent les protéines d'un côté, ils mettent les lipides de l'autre, etc. Puis après, on réassemble de façon standard comme si c'était une recette. C'est-à-dire que là, concrètement, c'est vraiment une fabrication du lait. mmh. On prend du lait de vache, on le dénature complètement, et avec ça, on refabrique un lait standardisé, tout le temps pareil. Exactement, ouais. Alors que là, on est vraiment sur, l'authenticité, la tradition. C'est un lait qui est pas du tout transformé, quoi. Le fromage, on peut y ajouter des ferments, mais c'est pas obligatoire. On ajoute un peu de présure pour le coaguler et puis après voilà, ça fait, on le décaille, et puis on en fait un fromage, quoi. Les yaourts, on a juste à mettre, le yaourt, on pasteurise, hein, quand même, on remet 2 ferments et ça fait un yaourt. Le beurre, on peut faire avec de la crème crue. Bon, bah, voilà, il y a pas besoin forcément de rajouter des ferments, quoi. Et Mm. ça, c'est toute, l'authenticité des produits, que l'on en fait derrière, quoi. Alors, je tiens vraiment à vous féliciter parce que pour moi, c'est la démarche de l'avenir. Tu vois, les États-Unis ont souvent beaucoup d'avance dans un sens positif ou dans un sens négatif. Et en fait, je pense qu'ils ont connu le creux il y a une dizaine d'années.
avec une agriculture intensive, ultra-industrielle. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Je me rappelle un article du New York Times qui mettait en évidence un témoignage d'un agriculteur, je crois, dans l'Iowa, donc au centre des États-Unis, grosse production laitière, où il expliquait que, alors il devait avoir 500 ou 800 têtes de bétail, et il expliquait que ça lui coûtait moins cher d'aller au supermarché à acheter le lait, le mettre dans son tanker, que d'entretenir ses vaches. Donc, on était arrivé à une hérésie économique où les gens, en fait, ont alors, ils ont des dettes énormes, ils ont des millions de dollars de dettes sur le dos, ils gagnent rien. Et à côté, on a des animaux qui sont dans de mauvaises conditions sanitaires. On a clairement un lait de merde, mais c'est pas durable. Et les Américains, en fait, ils ont compris il y a déjà un bout de temps que revenir aux fondamentaux. Donc, tu as énormément de démarches de régénération des sols, d'agriculture avec des races anciennes, directement avec des animaux à l'herbe. Ici, tu as tout à l'herbe. Tu peux avoir des laits, yaourts, beurre, viande à l'herbe. Les animaux sont totalement à l'herbe parce que les conditions climatiques sont un peu différentes. C'est plus sec, tu peux le faire à l'année. Même avec de la neige, tu peux laisser les animaux dehors, c'est pas un problème. Et donc, cette démarche-là, elle est valorisée. C'est pour ça que tu as beaucoup de. Tu vois, ça me faisait rire parce que j'étais au supermarché il y a quelques jours et je voyais un camembert. Pour moi, c'est un camembert parce qu'il vient d'Isigny. Et malgré le fait qu'il soit marqué Disney, il est marqué vache à l'herbe. Et ne serait-ce que ça, t'as pas cet étiquetage en France, tu vois, parce qu'il n'est pas encore assez connu. Et pour moi, c'est une vraie démarche, aller vers des animaux, un retour des animaux nourris à l'herbe, c'est la démarche normale vers la qualité, vers le bien-être animal. On pourrait parler de bilan carbone, bien sûr, séquestration dans les prairies, etc. C'est vraiment une démarche qualité. Je tiens vraiment à vous féliciter pour ça. Bah, écoute, si on parle de carbone, aujourd'hui, sur une moyenne nationale, on est à peu près, on n'est pas loin de 1 kilo de CO2 d'émissions par litre de lait produit, Mhm. heu, en lait de foin, en exploitation qui sont certifiés lait de foin. On tourne aux alentours de 0,60 quoi. Donc 40 de moins par litre de lait produit. Donc c'est énorme, hein, et ça vient principalement, de la séquestration, comme tu dis, du carbone dans les prairies. Les beso la fertilisation, chimique qui est quasi, inexistante, Mm. puisqu'en fait, la plupart des exploitations sont aussi en agriculture biologique, et donc tout ça fait que ça contribue pour la santé de l'homme, pour la santé de l'animal, et puis, la santé aussi de l'environnement, et ça c'est hyper important, quoi. Mmh. Oui, parce que le problème, c'est que l'élevage au sens large est très attaqué avec des écologistes intégristes qui n'ont certainement pas dépassé le périphérique et à Paris. Et le problème, c'est qu'il faut regarder les choses de façon simple et revenir au bon sens. C'est-à-dire techniquement, quand vous avez une exploitation où il y a 1000 têtes et que vous avez des céréales qui viennent de partout, c'est-à-dire qu'en France, on a l'avantage de pouvoir faire pousser tout ce qu'on veut, y compris du soja. Et qu'à côté de ça, on va utiliser des tourteaux de soja argentins ou brésiliens. Donc, on va faire traverser la moitié de la planète avec ces céréales. On va faire venir des engrais qui viennent des pays de l'Est ou du nord de l'Europe ou de Russie ou de je sais pas d'où. Donc, ça va prendre des trains, ça va prendre des camions, ça va prendre des bateaux, etc. pour faire pousser ces céréales. Après, on va les envoyer encore par camion à 1000 km de là pour aller nourrir l'éleveur. Ça n'a pas de sens. Alors qu'en fait, techniquement, on peut tout faire sur place. Une ferme régénérative bien gérée, bien conçue, elle fait tout, mais vraiment tout sur place. Elle élève ses vaches, elle peut faire son lait, elle peut traiter son lait, elle peut vendre son fromage, absolument tout sur place sans faire le moindre kilomètre. Si on pousse le D'accord. raisonnement jusqu'au bout. Et donc Mmh. forcément, le bilan carbone n'a rien à voir, quoi. Si on considère que l'unité carbone est recevable, dans cette conception-là, ça, c'est de l'agriculture durable et certainement une filière d'avenir. Et c'est aussi pour moi une filière qui va revaloriser le travail parce que l'éleveur, il est fier de son travail, il est fier de ses produits, il n'a rien à cacher, il ouvre son exploitation au public Ouais, et ça fait des consommateurs heureux. complètement. Complètement, et voilà, nous, c'est vrai que l'objectif, final, c'est vraiment aussi que les producteurs, s'en sortent, Mm. d'avoir une juste rémunération du producteur. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui misent là-dessus, mais là, vraiment, c'est d'arriver à avoir des produits qui soient qualitatifs, et derrière que le consommateur, s'y retrouve, que ce soit au niveau du goût, que ce soit, voilà, même, et donc il faut avoir une juste rémunération du producteur, derrière, quoi. Donc ça prend du temps effectivement, mais on tient le bon bout, quoi. Ouais, il faut éduquer le consommateur, c'est ce que j'essaie de faire parce que quand on est dans une stratégie productiviste, qu'on cherche à faire 45 litres par jour de lait à une vache avec de la nourriture de merde, des produits, etc., les consommateurs en fait sont habitués à aller chercher un prix. Mmh. Il leur faut le prix le plus bas.
Mais ça, pour moi, on a touché le fond, concrètement, parce qu'on a des producteurs qui sont en faillite, on a toute une chaîne qui s'en sort pas, on a des consommateurs qui sont malades parce qu'ils ont des aliments qui sont merdiques, concrètement, on a touché le fond. Et je pense qu'il faut revenir en arrière et expliquer que, en utilisant des filières courtes, par exemple, on retire des intermédiaires qui servent à rien. On peut directement aller financer son producteur, directement avoir accès à un producteur qui va gagner sa vie, qui va être là durablement. Vous ne pouvez pas demander à un producteur de s'engager dans une filière qualité où peut-être les rendements vont être divisés par deux et en même temps espérer le même prix pour les produits. Donc Ouais. voilà, Mais c'est une vraie démarche. par rapport au prix de vente, c'est vrai qu'on peut très vite associer, un produit de qualité à un prix plus cher. Mais en fait, Mhm. faut simplement avoir conscience que, comme tu dis, c'est des changements de pratiques. Mais, en fait, dans tout ça, qui en profite? C'est pas forcément l'agriculteur, hein, c'est les intermédiaires, hein. C'est les intermédiaires qui s'engraissent et le consommateur qui va avoir accès à des produits de qualité sans forcément, mettre trop la main au porte-monnaie, Mhm. le principal conseil, c'est d'aller directement voir le producteur. Comme ça, d'une part, il sera sûr de la qualité du produit, et puis d'autre part, le prix sera peut-être 2 fois moins cher, hein, dans Oui. certains cas. Mmh. Mais le Alors, problème, c'est que les gens ne sont pas assez éduqués. Tu vois, moi, j'ai été inspecteur agroalimentaire pendant plus de 12 ans. Je connais bien ça. Et quand on te dit, hein, par exemple, à quelqu'un, oui, ma baguette de pain à 1,20 €, c'est trop cher. Il y a combien de blé là-dedans? Bah, il y a 10 mmh, centimes. Entre 10 et 12 centimes de blé, c'est le prix du blé pour faire une baguette. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui prennent de l'argent là-dessus. Il y a beaucoup, les chaînes sont complexes, hein, entre les transformateurs, les intermédiaires, etc., pour finalement arriver. Ah, bien sûr, il y a une TVA et tout ça, il ne faut pas l'oublier. L'État se sert au passage. Mais plus vous raccourcissez ça, et plus vous allez directement vers le producteur, moins vous avez d'intermédiaires et plus vous donnez votre argent directement à celui qui produit vraiment les choses. Idéalement, si vous avez un producteur qui a 100 vaches et qui dit moi je vends mon lait cru à la ferme, moi j'ai décidé de faire mon fromage, ben vous avez switché complètement tous les intermédiaires. Et là, vous pouvez vous permettre de donner plus d'argent et de mieux rémunérer le producteur puisque vous avez court-circuité la chaîne. Et c'est la solution pour éviter que les intermédiaires s'engraissent parce que vous avez un produit de qualité à la base, il y a un intermédiaire qui fait x2 dessus, il y a un autre intermédiaire qui refait x2, puis il y a finalement un détaillant qui refait x2 ou x3 dessus. Et à la fin, on se retrouve à avoir quelques centimes pour le producteur, pour vraiment celui qui a fait le boulot. C'est ça qui est dommage. c'est exactement ça. Alors, faut se méfier, bien sûr, parce que, tout le monde veut surfer sur le local, sur le circuit court et pour le consommateur, la seule marque d'authenticité entre guillemets, pour vérifier le produit, ça reste, les signes de qualité, quoi, les signes de qualité officiels. Mm. Mm. Et là, c'est pour ça que je remets une couche parce que, c'est important et c'est ça aussi, nous, qui fait notre ADN. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire: «Bon, bah, on fait une marque, personne vient nous contrôler, on dit qu'on fait ça, mais voilà». Non, nous, ça va plus loin, il y a vraiment un contrôle et derrière le consommateur, s'il veut vraiment être, vérifier, la traçabilité, bah, voilà, il y a des macarons spécifiques qui existent et qui authentifient la qualité du produit, quoi. Et ça, Mm. c'est important aussi. Alors, on a parlé des produits, on a parlé des producteurs. Moi, ce qui m'intéresse maintenant et ce qui va intéresser notre audience, c'est où trouver les produits les deux fois. Alors déjà, je vais mettre votre site internet en description de la vidéo, bien sûr, mais est-ce que tu peux nous aiguiller sur où est-ce que les gens sont susceptibles de trouver vos produits? Donc en fait, l'outil le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. On a une carte interactive avec les différents lieux de vente, où on peut retrouver des produits lait de foin. Alors je Mhm. ne vous cache pas que c'est pas simple de tenir ça, mis à jour puisque, il faut derrière que nos adhérents puissent nous envoyer leurs points de vente et cetera et puis après il y en a plusieurs qui passent par des intermédiaires, des grossistes et là les grossistes veulent pas m'envoyer la liste ou alors on n'a pas Mhm. trop accès. Et puis après, bah, il y a les différents producteurs qui sont répertoriés sur la carte. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Faut aller les rencontrer. Pour ceux qui peuvent, bien sûr, si vous êtes à voilà, une vingtaine de kilomètres, il faut aller prendre votre voiture un samedi matin et aller les rencontrer. Après, d'un point de vue plus global, vu qu'on a une bonne partie quand même des producteurs qui sont certifiés en agriculture biologique, il est possible qu'on en retrouve en magasin spécialisé bio. Ça, Mhm. pour certains produits, on peut en retrouver dans les magasins bio. Pour la filière fromagère, puisque quand même une bonne partie des producteurs, du lait qui est certifié part en transformation fromagère, il faut demander à aux crémiers fromagers, renseignez-vous, même si il n'y a pas de logo d'affiché sur l'étiquette, demandez aux vendeurs, aux crémiers, voilà, moi j'aimerais bien avoir un fromage ou un produit laitier
dont les vaches sont nourries, sont nourries à l'herbe et au foin. Et là, il va vous orienter sur différents producteurs. Peut-être qu'il ne sera pas certifié lait de foin, peut-être qu'il le sera. S'il le sera, il y aura le logo de notre marque sur le packaging, quoi. Mais il y a un dialogue en fait à créer, et ça, tu es complètement dans cette démarche-là, dans le sens où il faut informer, il faut s'informer. En fait, le consommateur aujourd'hui, c'est trop facile, l'information vient vers lui, alors que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut aller à la pêche aux infos, et il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, il faut se renseigner, quoi. Ça, c'est important. Oui. Alors moi, j'ai le même message que toi. Dialoguer avec les gens, arrêtez avec les supermarchés. Si vous voulez des bons fromages, des bonnes crèmes, des bons beurres, une faisselle, allez voir un crémier, allez voir un fromager. Vous les avez sur les marchés. En France, on a des très beaux marchés. Vous avez encore des fromagers dont c'est le métier, ils font que ça. Allez les voir, soutenez-les, parlez-leur en leur disant voilà, moi je veux du fromage issu de lait cru, d'animaux à l'herbe. Il va vous conseiller. S'il y a quelque chose de spécifique que vous voulez, ils peuvent très bien rentrer en contact avec vous, rentrer en contact avec un producteur. Et les fromages, ça se conserve très bien. Rien n'empêche que vous achetiez une tome de 3 ou 4 kilos et que vous la gardiez pendant plusieurs mois. Elle va s'affiner, il n'y a pas de problème. Donc ça s'organise, mais il ne faut pas hésiter à parler, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des gens. L'époque où on poussait le caddie, on mettait tout dans le caddie comme ça, en cherchant les promos, ça c'est fini. Si vous voulez de la qualité, il faut s'impliquer. Les éleveurs, ils ont besoin de vous et vous, vous avez besoin des éleveurs. Donc c'est vraiment un gagnant-gagnant. Exactement. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Peut-être, je voudrais peut-être aborder un point que j'ai à cœur parce que pour moi, c'est un sujet sensible. Je sais, il y a des problèmes de santé qui ont été liés avec une bêta-casine. Donc, je rappelle, c'est la protéine principale du lait. Il y a la casine A1, casine A2, etc. On a sélectionné génétiquement principalement des Holstein en France qui produisent beaucoup de lait à casine A1, mais on s'est aperçu que ça posait des problèmes de santé. Et donc, du coup, il y a de plus en plus. Alors, bien sûr, les petits animaux, chèvres, brebis, ne sont pas concernés parce qu'elles font d'abord de la casine A2 ou la femelle du buffle pour faire de la mozzarella. Mais on a un problème avec la casine A1, A2. Et donc, du coup, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, etc., ils ont commencé à faire des cheptels génétiquement purs, entre guillemets, pour faire quasiment exclusivement de la casine A2. En France, tu as Gabory qui s'est lancé avec les vaches jersiaises, guernesiaises, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi dans vos projets de faire peut-être un label A2 ou quelque chose comme ça pour aider les gens à sélectionner en lait de vache les bêta-casines A2 versus A1 qui poseraient des problèmes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en étude? On l'a identifié comme étant un axe de développement. On a fait, on va dire, de la recherche là-dessus. Après, la difficulté, c'est que vu qu'on est une démarche officielle, Mhm. publique, en fait, il faudrait modifier notre cahier des charges, et D'accord. après, il faudrait se mettre autour de la table avec les Autrichiens. Donc, c'est pas évident. Par contre, à Mhm. l'échelle individuelle, pour chaque Mhm. producteur est libre de sélectionner le profil génétique comme il Mhm. le veut, mais on a plusieurs producteurs qui font attention justement au profil des Mhm. protéines euh, génétiquement parlant au niveau des vaches, quoi. Et Mhm. aujourd'hui, au niveau des races laitières, on se rend compte que c'est hyper diversifié, quoi, parce que on veut plus forcément de la performance laitière, mais on veut de la rusticité, et donc on fait un mix de plusieurs vaches. Tu as parlé tout à l'heure des jersiaises, et il y a différentes races qui valorisent bien l'alimentation à l'herbe pour faire un lait de qualité. Mm. Mhm. Alors, j'invite, si tu as des exploitants, des éleveurs qui nous entendent, considérer ce problème de la casine A2 parce que je pense que ça va être grandissant. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui excluent complètement tous les produits laitiers juste parce qu'ils ont peur du problème casine A1, alors que déjà, on a des animaux comme les brebis ou les chèvres qui posent pas de problème. On a moyen, en fait, d'aller directement chez un producteur qui a un cheptel homogène au niveau génétique, d'exclure complètement ce problème de casine A1. Donc, on peut le faire. On a juste un problème, en fait, de marketing, de label, de cahier des charges. Donc, s'il y a des agriculteurs qui nous entendent et qui veulent s'engager là-dedans, pour moi, il y a véritablement un marché et une vraie demande. Parce on a beaucoup de gens qui ont parlé en mal des produits laitiers, alors que le vrai problème n'était ni le lactose, ni l'intolérance au lait, c'était à chaque fois le même problème. C'était des produits ultra transformés, des laits pasteurisés, des laits traités thermiquement, homogénéisés au niveau des lipides et très riches en caséine A1 qui posaient un problème. Dès qu'on retire cette caséine A1, les gens n'ont plus de problème avec les produits laitiers. Donc, on a identifié un mauvais coupable. Le coupable, ce n'était pas les produits laitiers dans leur ensemble,
c'était une bêta-caséine A1 dans certains produits laitiers. Donc, donner de la lisibilité pour le consommateur sur ce point, je pense que ça aiderait à remettre les choses en place et à innocenter le produit laitier au sens large, qui n'est pas le coupable. Mmh. Non, mais c'est que de toute façon, ce qui, là, la conclusion de tout ça, c'est l'industrialisation des produits laitiers qui met à mal, en fait, bah, beaucoup de choses, hein, que ce soit, l'alimentation des animaux, que ce soit, Mmh. le traitement thermique du lait, que ce soit le profil, protéique. En fait, il faut revenir à une consommation, comme ce que faisaient avant, du lait cru, l'alimentation traditionnelle, des animaux et ça va résoudre déjà beaucoup de problèmes, hein, c'est clair, hein. Ouais, et on a de la science, hein. Moi, j'ai de la littérature scientifique avec des choses qui sont extraordinaires. Ils ont pris des groupes de personnes qui étaient totalement intolérants au lait. Ils avaient plein de problèmes, ventre gonflé, allergies, psoriasis, enfin tout un tas de choses qui se déclenchaient, et dès qu'on leur donne du lait cru, juste du lait cru à la place, les problèmes disparaissent, hein. Mmh. Donc le problème, il venait pas du lait, il venait d'une forme de lait ultra transformée. Voilà. Et on a du coup, jeté l'eau avec le bébé du bain, et c'est pas ça le problème. Et dans notre alimentation occidentale, on bouffe littéralement de la merde, pour faire simple. On a plein de problèmes métaboliques, diabète de type 2, obésité, les maladies auto-immunes, et cetera. Et en fait, chez les animaux, on a fait les mêmes choses. C'est-à-dire que les animaux qui sont malades aujourd'hui, c'est des animaux que l'être humain nourrit. On a de l'obésité chez le chat et chez le chien, on a des diabètes chez le chat et chez le chien. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et dans les élevages, quel que soit l'élevage, que ce soit des poulets, que ce soit des ruminants, etc., ben, on a eu les mêmes problèmes. C'est nous qui avons géré leur nourriture et on a créé un désastre sanitaire. Donc, on revient juste au bon sens avec votre démarche. Des ruminants, des herbivores, ben, on les nourrit à l'herbe. Voilà, c'est pas Mmh. plus compliqué. Voilà, voilà, exactement. Je te remercie beaucoup pour cet entretien et d'avoir répondu à nos questions. Et je vous invite vraiment à soutenir cette démarche Les Deux Foins. Le site sera en commentaire de la vidéo, et devenez des consomme acteurs, c'est-à-dire acteurs de votre consommation. Voilà, exactement. Bravo en Merci tout beaucoup, cas, Quentin. mais merci enfin bravo et merci de mettre en avant des démarches comme ça parce que c'est vrai qu'on est une petite association, hein, moi je suis le seul salarié, de l'asso, donc effectivement on n'a pas les moyens, de grosses, agences de com et cetera. Mais, voilà, de parler de notre démarche à, des personnes comme toi et une communauté qui s'intéresse à ce qu'ils mangent, ben, c'est déjà un grand pas pour nous, en fait. C'est l'avenir. On a besoin de vous, vous avez besoin de nous. Ensemble, on va y arriver. On va faire la révolution. Merci, bonne À continuation. bientôt. Salut.